Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Le podcast est enregistré dans les conditions du live au sein du showroom Weber situé au 9 rue de la Paix. Vous pouvez y assister en vous inscrivant sur le site weber.com. Je tiens aussi à remercier nos partenaires qui accompagnent nos invités à l'issue de ces discussions passionnantes. Donc tout d'abord, Champagne Cuvée Cara Brut Premier Cru, qui propose un champagne rare, un champagne conçu comme un joyau, à la signature particulièrement singulière, et un traiteur particulièrement engagé, Alphonse et Madeleine, qui ne travaillent que des produits frais, bio, locaux et de saison. Bonjour à tous, bienvenue dans les Voix de l'Audace. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de rencontre, celle de l'art et celle de l'entreprise. Deux univers qui, lorsqu'ils dialoguent, ouvrent de nouveaux horizons. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Solène Blanc. Bonjour Solène. Bonjour Camille. Alors, je vais faire une courte introduction du parcours de Solène. Donc, Solène a fait ses débuts chez Arthur Andersen dans le conseil au groupe Média. Et 25 ans plus tard, elle dirige le groupe Beaux-Arts et compagnie, qui édite entre autres Beaux-Arts Magazine, Le Quotidien de l'Art ou encore Artips, mais qui accompagne aussi les musées, les institutions et les entreprises via Beaux-Arts Consulting et Beaux-Arts Institute. Elle préside également Arnova, qui est le premier fonds d'investissement impact dédié aux industries culturelles et créatives. Et entre-temps, Solène n'a pas chômé. Elle a fait le pari de la billetterie de théâtre en ligne. Elle a fait grandir un cabinet de conseil de 10 à 150 personnes. Elle a coécrit la première cartographie mondiale des industries culturelles et créatives. Et donc, Solène, c'est vraiment une dirigeante qui fait dialoguer les chiffres et l'imaginaire et qui pense que l'art ne doit pas être polarisé, mais constituer un vrai levier économique et stratégique. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Solène ? Oui, assez d'accord, tout à fait. Alors, Solène, pour les auditeurs qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire une ou deux phrases, en gros, ce que tu fais aujourd'hui et ce qui te donne envie justement de te lever tous les matins ? Alors, tu l'as un petit peu dit, donc je dirige notamment le groupe Beaux-Arts et compagnie, donc qui s'est construit autour du leader de la presse artistique et culturelle Beaux-Arts Magazine, mais qui aujourd'hui regroupe 5 médias culturels, une maison d'édition, des rencontres professionnelles de référence du secteur et également une activité de conseil et de création pour les entreprises, les institutions, les territoires. Et ce qui me fait lever le matin, c'est de repousser chaque jour justement la limite des nouveaux territoires dans lesquels l'art et la culture peuvent avoir un impact positif et transformer pour le mieux la société. Et en effet, on va en parler tout à l'heure entre ton arrivée chez Beaux-Arts en 2017 et ce qui est devenu le groupe aujourd'hui. C'est assez extraordinaire en termes de transformation. J'ai une question. Est-ce que la culture et l'art étaient très présentes quand tu étais petite dans ton enfance ? Est-ce que tu as grandi justement au milieu de cette culture ? Alors, je dirais que j'étais quand même baignée dans un univers assez culturel, à minima littéraire, puisque ma mère était professeure de lettres classiques, donc agrégée de français, latin, grec. Mon père travaillait dans l'édition. Alors bon, il a été directeur de la publication de Camping Caravaning ou de Notre Temps, mais entre les deux, il a dirigé pendant un temps Livre Hebdo. Et je me rappelle encore, à 10 ans, d'avoir découvert, à l'occasion d'une visite dans son bureau, des monceaux de livres. Donc il y avait cette dimension littéraire. Moi, je pratiquais aussi beaucoup les arts plastiques sous toutes leurs formes, dessin, modelage, le théâtre aussi, ce qui me permettait de prendre un petit peu plus d'assurance parce que j'étais quelqu'un de très réservé. Donc je pense que ce que je faisais le plus, c'était écrire des bandes dessinées et mon rêve, c'était d'être auteur de bandes dessinées. Donc j'ai pas tout à fait réussi. Tu peux lancer une practice chez Beaux-Arts. Beaux-Arts suit aussi beaucoup le monde de la bande dessinée, donc finalement, on s'y retrouve. Exactement. Et donc, tu as un parcours scolaire qui est quand même assez exceptionnel, puisque tu as ton bac à 16 ans. J'imagine que tu dois être bonne dans toutes les matières. J'étais assez généraliste. Voilà. Et tu décides donc de faire une prépa HEC. À l'époque, c'est en un an.
Donc, tu rentres à l'ESSEC, tu as 18 ans. Pourquoi est-ce que l'ESSEC... Est-ce que déjà, à l'époque, tu te disais que tu avais envie de travailler dans le milieu de la bande dessinée, ou est-ce que tu te dis je vais faire quelque chose d'assez généraliste qui va me permettre d'aller un peu où j'ai envie d'aller? Alors la bande dessinée, ça m'était quand même un petit peu passé à ce moment-là, mais par contre je cherchais, j'avais pas encore d'idée prédéfinie, donc je cherchais quelque chose d'assez ouvert, et c'est vrai qu'assez classiquement dans les études, quand tu veux continuer à faire de la littérature, de l'histoire géo, des langues et continuer à faire des matières scientifiques, la prépa s'est un peu imposée. Et l'ESSEC permettait de s'ouvrir aux sciences économiques et sociales. Donc, c'était finalement une façon de garder les options ouvertes. Après l'ESSEC, donc toi, tu es hyper jeune, tu es diplômée de l'ESSEC, tu as 21 ans, c'est ça? Et là, tu commences chez Arthur Andersen, qui, pour les gens qui ont est très, très, très jeunes, t'as oublié. Arthur Andersen, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil. Ça fait partie des Big Five. Qui a disparu en fait suite notamment à l'affaire Enron, qui a été rachetée en France par EY. Et donc tu débutes chez Arthur Andersen et là tu vas aller dans la practice média en fait. Oui, assez vite. J'ai touché, là encore, le conseil, c'était une façon de, plutôt que de faire un MBA ou quelque chose, c'est de découvrir le monde de l'entreprise et ses métiers. Et les secteurs d'activité, j'avais pas forcément d'idées préconçues, mais il se trouve qu'effectivement, dans mes premières missions, je me suis retrouvée chez Canal+. Canal+, il faut voir, c'était l'époque Pierre Lescure où tout était impertinent, tout était permis dans les contenus. Et il y avait effectivement une ébullition et puis une transformation aussi des médias qui commençaient à se faire jour, donc à la fin des années 90. Et donc, c'est comme ça que je me suis spécialisée assez vite dans cette practice, médias, télécom et puis Internet, puisque c'était aussi les débuts de l'Internet. Donc, il y avait toute une dimension d'amener l'innovation dans ces groupes. On va en parler et tout. Tu as beaucoup travaillé dans le conseil avant de rejoindre Beaux-Arts. Mais pour justement des personnes aujourd'hui, des jeunes qui hésitent justement entre plusieurs possibilités, en tout cas au début de leur parcours professionnel, qu'est-ce que le conseil, justement, t'a apporté? Un peu comme je disais, cette ouverture sur des métiers, cette ouverture sur des univers différents, ce qui m'a permis, après avoir été dans différents secteurs, de me dire que les médias et la partie des contenus, c'était vraiment ce vers quoi je voulais m'orienter. Et puis, ça apprend énormément de méthodes. Donc, c'est là où je disais, c'est encore mieux qu'un MBA, parce qu'on le pratique en plus. Et puis, ça apprend aussi à interagir avec des clients, à travailler avec des équipes qui changent régulièrement. Donc, ça apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et une agilité intellectuelle aussi. Et oui, parce qu'on passe d'une mission à l'autre. Et puis, plus on grandit dans le conseil, plus on emmène plein en parallèle. Et donc, ça fait aussi découvrir... et puis, ça fait découvrir des clients, des personnalités, des problématiques qui sont juste passionnants. Après Arthur Andersen, tu rejoins Théâtre Online. À l'époque, c'est hyper audacieux parce que c'est vraiment les toutes premières billetteries en ligne. Tu vas t'occuper du développement, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu pars chez Théâtre Online? Qu'est-ce qui te pousse à aller là-bas? Alors, c'est un peu un coup de cœur, donc c'est peut-être en ça que c'est audacieux, c'est que je réfléchis pas forcément en me disant je vais faire carrière là-dedans. J'avais fait pas mal de théâtre, donc déjà j'avais une appétence pour la thématique. J'étais cliente de Théâtre Online puisque le site venait d'être lancé. Il y avait 3 personnes dans la société, c'était vraiment une start-up. Et donc il y avait cette envie d'aller à la fois vers l'entrepreneuriat, vers un sujet innovant, et après avoir accompagné des clients dans le fait de se positionner sur Internet, d'y être vraiment de l'intérieur. Donc il y avait cette envie-là, et puis c'était la rencontre aussi avec les 2 fondateurs. Et c'est vrai que c'était finalement, en fait, je crois même la première billetterie en ligne de théâtre. Et c'était la première vitrine des théâtres sur Internet, puisque aucun théâtre n'avait de site à l'époque. Donc, on était leur première page en ligne. Et puis, on était un média en ligne. Et c'est vrai qu'à l'époque, si tu voulais aller au théâtre pour savoir quelles étaient les bonnes pièces à voir, qu'est-ce que les gens plébiscitaient, l'information n'était pas forcément si évidente. Et puis ensuite, le fait de prendre les places faisait un frein. Donc, il y avait un peu cette idée de lever ces freins et puis d'être à la fois une existence pour les théâtres en ligne et puis un média qui les connecte avec des nouveaux publics aussi. C'était hyper novateur à l'époque. Et quand tu quittes Théâtre Online, il y a combien de collaborateurs? Parce que tu y arrives, il y a 3 collaborateurs, c'est ça? Et quand tu pars, tu es resté combien de temps? Une dizaine, je suis restée 2 ans. Et tu pars, c'est le conseil qui te réappelle alors parce que tu pars chez Greenwich?
Alors en fait, je m'étais dit, j'ai fait une start-up, j'ai fait du conseil, donc je vais faire quelque chose qui soit ni du conseil ni une start-up. Et je suis partie dans une start-up de conseil. Comme quoi, il ne faut pas avoir d'idée prédéfinie sur ce qu'on veut faire. Et là encore, c'est une rencontre. Je rencontre les 4 fondateurs de Greenwich qui m'ont contacté parce qu'ils avaient vu mon profil. Et là, je me dis, ils ont un projet, il y avait 6 personnes, je pense, quand je les rencontre, et ils me disent, on a un super projet, on va faire de l'innovation, du conseil dans les télécoms, mais quelque chose de très appliqué, à la fois de la stratégie, mais quelque chose d'opérationnel. Bon, je trouvais que le concept était chouette, et puis surtout, leur personnalité et l'énergie qu'ils dégageaient étaient assez incroyables. Donc ces personnes, c'était Pierre Boffis, David Naïm, Cédric Forêt et Hubert Régnier. Et puis, donc, je me dis, bon, allez, j'y vais. Alors, je leur dis d'abord, mais moi, ce que je voudrais, c'est plutôt travailler dans le secteur des médias. Ils m'ont dit, mais tu n'auras qu'à développer le secteur des médias. Et je leur dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de travailler sur l'international. Ils me disent, mais on va se développer à l'international, c'est déjà prévu, c'est dans les plans. Donc, je me dis, après tout, allons-y. Donc, j'y vais, alors que je me disais, je vais plutôt aller dans le secteur des médias. Et puis, assez vite, j'ai pu effectivement rebifurquer dans Greenwich, développer la partie médias. Et on a pu aussi développer l'international. Donc finalement, c'était un pari gagnant. Tu as fait de l'intrapreneuriat. Exactement. Donc tu montes en fait from scratch la practice média culture, quoi. En fait, je commence à travailler dans les télécoms, lancement de la 3G, SFR. Et quand je reviens de congé maternité, je recontacte mes anciens collègues, notamment d'Arthur, et la nouvelle DRH d'M6, Delphine Cazot, était mon ancienne manager chez Arthur. Elle me dit, là, j'ai un projet, il faut transformer les rédactions. Et donc, je ne suis pas encore revenue, que j'ai déjà une mission en main. Et je dis, ben voilà, en fait, on va faire un super projet de conseil chez M6 parce que le numérique change complètement l'organisation des rédactions. Et donc, je pilote cette mission et je dis à mes collègues, en fait, je pense qu'il y a tout un champ de développement à faire dans les médias. Les médias sont en train de se transformer, ça va se délinéariser, les process vont se transformer. Donc, je peux monter une practice média. Je leur fais un petit BP sur une page PowerPoint. Ils me disent, écoute, vas-y. Génial. Et justement, là, tu disais que tu étais enceinte et tout. Déjà là, à l'époque, chez Greenwich, tu as déjà 2 enfants ? Donc là, c'était ma première et j'en ai 2 autres chez Greenwich. D'accord. On en parlera et tout. Et Greenwich, ensuite, se fait racheter par EY, c'est ça ? C'est ça. Donc après, comme tu disais, on devient 150 personnes. Alors, c'est pas moi qui ai fait grandir le cabinet à 150, on était vraiment tout un collectif. Mais donc à la fin, je suis partenaire chez Greenwich. On est présent dans 6 pays, plus pays européens, plus États-Unis. Et on se rapproche d'EY. Plutôt, EY vient nous chercher en disant on veut redévelopper une practice de conseil, puisqu'il n'avait plus que l'audit et du conseil qui émanait, on va dire, plutôt des projets d'audit. Et on veut redévelopper une practice de conseil en stratégie et on aimerait que vous soyez notre branche de conseil en stratégie. Et là, tous les associés ont validé le projet en se disant finalement, ça va nous permettre de grandir, de passer à l'échelle d'un grand groupe. Et en même temps, comme il n'y avait pas déjà de practice existante, on gardait finalement une forme d'autonomie tout en se connectant avec plein de métiers et de compétences qu'on n'avait pas en interne. Et d'ailleurs, est-ce que tu as retrouvé des collègues de l'époque qui étaient chez Arthur quand tu as débuté chez Arthur ou pas du tout ? Alors, pas tellement, parce que Arthur, la partie conseil audit était effectivement chez EY, la partie conseil était devenue Bearing Point. Ah, d'accord, ok. Et Bearing Point, c'est Price, c'est pas ça, non ? Non, ça avait été racheté par KPMG, mais après, c'est devenu indépendant. Maintenant, c'est totalement indépendant. Ouais, et à l'époque, effectivement, encore avant, Price avait été racheté par Arthur avant l'affaire Enron. Ouais. Enfin bon, voilà, parce qu'on pourrait passer la soirée à faire les recompositions du conseil. Exactement. Et quand tu es chez EY, tu coécris Cultural Times, qui est la première cartographie mondiale des industries culturelles et créatives, donc des ICC. Qu'est-ce que cette étude t'a appris sur le poids réel, justement, de la culture sur l'économie ? Alors, ce qui était intéressant, moi, je travaillais surtout sur le secteur des médias et des industries créatives, un petit peu moins de la culture, mais j'avais quand même ce prisme-là. Et en arrivant chez EY, j'ai travaillé sur l'intégration de Greenwich chez EY avec un associé d'EY qui s'appelle Marc Lermite, qui s'occupait des études d'attractivité et qui était en train de démarrer une étude sur le poids économique des ICC. Et comme il avait besoin quelque part quelqu'un qui comprenne ce secteur, on a vraiment construit cette étude ensemble, et puis avec une troisième personne, Bruno Perrin, qui était l'associé audit en charge des ICC. Et donc, on a pu vraiment assembler
tous les éléments économiques et les effets d'impact économique de la culture. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer finalement que quand on regardait chaque secteur culturel isolément, les médias, le cinéma, les arts visuels, la musique, chacun paraissait être un petit secteur, un secteur subventionné. Et en fait, quand on les mettait tous ensemble, on se rendait compte que c'était une vraie force économique. La phrase qui a un peu popularisé l'étude, c'est que quand on a dit la culture pèse plus que la voiture. Donc le secteur des ICC était plus important économiquement que le secteur de l'automobile. Et ça, c'était un message important à faire passer, c'était de montrer que non seulement la culture a une valeur immatérielle inestimable, mais qu'elle a aussi une valeur économique et que c'est un vrai secteur et qu'il faut le traiter comme tel. Donc, vis-à-vis des puissances économiques, des pouvoirs publics et vis-à-vis même du grand public, c'était un message qui était extrêmement important à passer. D'abord, on a fait l'étude au niveau français. Ensuite, l'année d'après, on l'a fait au niveau européen. Et l'année ensuite, 2015, on l'a fait au niveau mondial, comme tu le disais, avec parrainé par l'UNESCO. Et ça a été effectivement un panorama qui n'existait pas avant et qui fait référence dans le monde entier. Ça m'arrive encore d'aller dans des sommets au Moyen-Orient ou en Asie où on cite cette étude. Et les ICC, ça représente combien en pourcentage du PIB ? Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2%, de 2,1% du PIB. Et surtout, ce qu'on a pu montrer, parce que je pense que maintenant c'est même un petit peu plus par rapport à l'époque, c'est que la croissance était un peu plus rapide que dans les autres secteurs. Donc c'était aussi un secteur plus dynamique économiquement. Et qu'il avait un impact aussi sociétal parce qu'il fait vivre tout un tissu de TPE, PME, d'indépendants, parce que c'est aussi quelque chose qui fédère et qui attire dans les territoires. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, chez Beaux-Arts, non seulement on affirme, mais qu'en plus, on démontre et on met en œuvre. Justement, en 2017, tu quittes EY pour rejoindre Beaux-Arts. Donc là aussi, tu as une rencontre clé, c'est Frédéric Jousset. Tu peux nous en parler, ce qui t'a donné envie justement de rejoindre et quelle était ta mission au début ? Alors effectivement, en 2017, donc ça fait 4 ans que je suis chez EY. Je suis associée en charge des industries culturelles et créatives en transverse pour EY. Mais ça fait déjà quelques temps que me chatouille l'envie de retourner dans un projet entrepreneurial. Et toutes les transformations des médias que j'ai accompagnées en conseil, de vraiment les porter en vrai dans la réalité. Donc je cherche un projet dans les médias, un projet avec une dimension digitale, un projet avec une dimension entrepreneuriale. Donc je commence à rencontrer des gens, à faire un peu mes recherches. Et en fait, par hasard, mais là encore, c'est une rencontre et je trouve que c'est intéressant de savoir saisir les rencontres et de les transformer après. Je rencontre Frédéric Jousset qui venait de racheter Beaux-Arts Magazine et qui se disait qu'autour de cette belle marque, il y avait tout un projet à construire. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est qu'à ce moment-là, moi, je viens de faire des premiers projets pour le Festival d'Avignon qui cherche aussi à diversifier ses actifs. Je vois que il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger et qu'on peut accompagner, notamment avec la Caisse des dépôts pour se dire comment est-ce qu'on peut donner une autre ampleur à nos actifs culturels français. Et je me dis non seulement là, il y a un magnifique média, Beaux-Arts Magazine, qui est hyper référent dans le secteur, mais qui a l'agilité d'un média indépendant et d'être un acteur privé. Et en plus, ça peut être l'aiguillon de transformation du secteur culturel. Et donc, dans la première discussion avec Frédéric Jousset, on se rend compte qu'on est complètement alignés sur cette vision-là. Et voilà, les choses se font très, très vite. Et donc, je fais le choix de partir chez Beaux-Arts. Et EY me propose d'ailleurs en parallèle de rester senior advisor sur leur sujet médias et industrie culturelle pendant quelques temps. Et donc, Beaux-Arts Magazine, aujourd'hui, c'est combien de lecteurs par mois ? Alors, aujourd'hui, Beaux-Arts... Alors, c'est intéressant parce que nous, pendant longtemps, on avait nos chiffres de vente. On vend 72 000 exemplaires chaque mois. Je le mentionne parce que c'est un chiffre sans équivalent dans le monde entier. Il n'y a pas un magazine d'art aux États-Unis ou nulle part ailleurs qui ait des tirages aussi importants. Donc, on savait qu'on était une forme d'exception culturelle. Et on se disait, avec un multiplicateur, on doit avoir 300, 400 000 lecteurs. Et la première fois, il y a 2 ans, on a mesuré notre lectorat, on s'est rendu compte qu'on avait 795 000 lecteurs chaque mois, sur le papier.
Aujourd'hui, on est à 860 000. Donc, quand on voit que la presse magazine décroche, là, on a vraiment quelque chose, on a l'effet inverse. Les gens ont cet attachement à un produit qu'on a aussi voulu renforcer dans son contenu, là où peut-être d'autres médias ont pu faire le choix de réduire les coûts. On s'est dit, non, il faut que le contenu, il faut que la forme, il faut que le fond soit toujours pertinent. Et c'est beaucoup porté, évidemment, par toute notre équipe éditoriale, emmenée par notre directeur des rédactions. Et puis, c'est tout le collectif autour qui fait vivre ce magazine. Et aujourd'hui, quand on rajoute l'audience web, puisqu'il n'y avait pas de site web en 2017 quand je suis arrivée, quand on rajoute les deux en dédupliqué, on a 1 495 000 lecteurs chaque mois. Donc j'aime bien dire ce chiffre parce qu'il est assez fabuleux et qui démontre, d'ailleurs, oh là là, c'était le titre de notre numéro 500 en février, Les Français et l'art, l'amour fou. Et c'est pas forcément leur amour fou pour Beaux-Arts, il se trouve qu'on a fait une étude avec BVA Ipsos qui montre que les Français aiment l'art, qu'ils ont un vrai attachement à l'art, aux œuvres d'art, à la culture. Et finalement, Beaux-Arts, c'est une façon de s'approprier ça. Et aussi, c'est un véritable magazine de société, puisqu'en fait, on ne parle pas juste des expositions, on parle à travers l'art, à travers les expositions, de tout ce qui nous transforme la société. Et justement, aujourd'hui, quel est le profil justement des lecteurs de Beaux-Arts ? Est-ce que c'est un profil qui également a évolué ou pas ? Alors, le profil des lecteurs, c'est un profil qui est assez diversifié en termes de tranches d'âge. On a une grosse partie d'actifs, on a des jeunes, on a des non-actifs, mais c'est assez bien réparti. On a donc sur tous nos lecteurs print, on en a 230 000 qui sont, on va dire, ce qu'on appelle le lectorat premium. Mais ça veut dire qu'on touche aussi plus largement toutes les couches de la société. Donc on est un magazine qui est à la fois très lu et très reconnu par les professionnels du secteur, mais qui est aussi très accessible pour le grand public. Vous pouvez l'acheter juste parce que la couverture ou la thématique vous intéresse. Et puis après, les gens deviennent assez vite aficionados et on a 34 000 abonnés. Et est-ce que les jeunes aiment l'art ? Et alors, donc ça, c'était aussi un des enseignements de cette étude. Donc, les Français et l'art, c'était une étude qu'on a fait donc avec Ipsos BVA sur un échantillon représentatif de toute la population française. Et typiquement, si je te prends l'exemple de qui a visité une exposition dans les 12 derniers mois, c'est 44% des Français, mais c'est 71% des étudiants et c'est 67% des moins de 25 ans. Ouais. Donc en plus, ça va un peu à rebours des idées qu'on peut avoir que les jeunes se désintéressent de l'art. Les jeunes aiment l'art, ils vont dans les expositions. Un autre enseignement qui était très intéressant, c'est que la majorité des coups de cœur artistiques se font... non pas en ligne, mais se font dans les musées, dans les expos, dans les galeries. La somme des trois, c'est 62% de où est-ce que vous avez eu votre dernier coup de cœur artistique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez rassurant sur le secteur. Et on a 32% des Français qui possèdent une œuvre d'art originale. Et ça, c'est assez vrai aussi dans tous les milieux. Et est-ce que c'est un peu une exception française ou pas ? Est-ce que ces statistiques, tu les retrouves aussi dans les autres pays ou pas ? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse la même étude au niveau européen, mais je pense qu'il y a quand même un prisme français. Et d'ailleurs, beaucoup de pays nous envient aussi, moi je suis dans les ambassadeurs de la French Touch, nous envient cette spécificité française. Et c'est vrai qu'on a une offre qui est absolument incroyable. Et quand on regarde le visitorat des expositions, il n'arrête pas de croître. On le voit aussi à travers les ventes de nos hors-séries d'expo. Alors moi, j'ai une question. Là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le niveau des Français en maths. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais en gros, le meilleur Français élève en maths est plus mauvais que le plus mauvais élève japonais en maths. En gros, bon. La question que j'ai, c'est justement concernant l'art et la culture. Est-ce que tu as une vision un peu sur l'évolution empirique de l'intérêt des jeunes pour l'art ou pas ? Est-ce que ça s'est renforcé finalement au fur et à mesure du temps ou est-ce que ça a diminué ? On n'a pas fait l'étude dans une dynamique dans le temps. Ça serait intéressant d'en faire peut-être un baromètre. En tout cas, il y a une forte demande que l'art soit enseigné à l'école. Donc ça, c'est ressorti aussi de l'étude assez fortement. Donc je pense qu'il y a vraiment cet engouement. La pratique artistique est aussi très ancrée, particulièrement chez les jeunes, à plus de 75%. Et l'art et la culture sont vus comme des éléments de bien-être, même avant le sport. Oui, c'est ça. Donc c'est ça aussi qui explique l'engouement, c'est le fait qu'il s'échappe aussi. Tu parles de bien-être. Tout à fait.
On accompagne aussi, je ne sais pas si on reviendra sur le sujet des entreprises, mais on accompagne aussi des projets autour de la santé mentale par l'art et la culture. Ce sont des vrais leviers de bien-être et de lien. Alors justement, là maintenant on va partir tout le monde connaît Beaux-Arts Magazine, on comprend vu les chiffres, mais les personnes méconnaissent également toute la partie conseils que vous proposez auprès des entreprises et puis également toute cette partie expérientielle également que vous proposez. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler et notamment des Odyssées? Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, les Odyssées, c'est un programme qu'on a lancé l'année dernière. Alors, évidemment, ça s'inscrit, comme tu disais, dans tout un ensemble d'activités qu'on a imaginées pour amener l'art et la culture dans les entreprises. Alors, comme levier de bien-être, mais aussi levier d'inspiration, y compris pour les dirigeants. Peut-être pour revenir à la genèse des Odyssées avant d'expliquer ce que c'est. On organise depuis maintenant, c'est la 5e année pour le groupe L'Oréal au niveau mondial, un programme d'inspiration de leurs dirigeants par l'art et la culture. Ça s'appelle les Capucins, ce séminaire. Donc, c'est leurs top dirigeants mondiaux qui, par groupe de 30-35 personnes, on va les emmener à la rencontre d'artistes, de philosophes, de scientifiques, à la rencontre de gens qui vont éclairer le monde contemporain, ses enjeux et ses transformations par des regards qui ne sont pas ceux qu'habituellement on a dans les entreprises. Donc des regards effectivement du monde des arts, des regards du monde de la pensée. Pourquoi le monde des arts? Parce que c'est ce qui rend les choses sensibles. Aussi parce qu'on est convaincu que les artistes sont un peu les capteurs des transformations, des tendances qui sont en germe dans la société et ceux qui les retranscrivent le mieux et qui touchent le plus à l'émotion. Et quand on croise ça avec des regards d'experts, sociologues, philosophes, scientifiques, on a vraiment des nouvelles grilles de lecture et de compréhension du monde qui se développent. Et ce programme a un impact tellement fort auprès de tous les métiers, auprès de toutes les géographies, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on amène cet impact-là dans d'autres entreprises qui peut-être n'avaient pas pensé, puisque ça c'était un programme qui avait existé dans les années 90 chez L'Oréal, donc il s'est dit il faut qu'on réactive cette idée que l'art et la culture générale sont des leviers essentiels des dirigeants pour comprendre le monde et puis pour avoir une vision à la fois stratégique et humaniste. Et donc, on a lancé les Odyssées l'année dernière en se disant on va en faire un programme inter-entreprise, plus accessible, puisque au lieu de partir une semaine loin, on va être une journée près de Paris et puis avoir quelques rencontres au fil de l'année, avec cette même idée de croiser les regards de personnalités du monde de la création et de personnalités du monde des idées, donc écrivains, en tout cas des gens qui ouvrent d'autres perspectives pour comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. Et on l'a pensé en inter-entreprise pour que justement ce soit plus accessible et que plusieurs entreprises puissent nous envoyer des dirigeants, des talents, des hauts potentiels à la rencontre de ce concept, en fait, de cet esprit du programme des Odyssées. Donc typiquement, moi, si jamais c'est un programme qui m'intéresse, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Si par exemple, j'aimerais bien que Damien Weber, mon frère, me suive ce programme, typiquement, ou même moi. Oui. Je pense que ça te passionnerait. J'en suis certaine, surtout que j'ai vu quelques extraits déjà sur votre site. Concrètement, en fait, en quoi est-ce que ça consiste, en fait? Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Est-ce que je peux choisir les artistes ou pas? Un philosophe, un peintre? Alors, nous, on conçoit la programmation. Donc, on a une première journée inaugurale qui se passe au Hangar Y. Bon, je peux dire un mot parce le Hangar Y, c'est un lieu qu'on a réhabilité avec notre fonds, Art Nova, qui appartient à l'État et on a signé un bail amphithéotique de long terme et on l'exploite pendant 35 ans. C'est un ancien hangar à dirigeables qui date de 1878, qui avait été conçu pour l'Expo universelle par le professeur de Gustave Eiffel, donc un peu dans ce style-là, et qui est installé en pleine forêt de Meudon, à côté de l'étang de Chalais qui avait été dessiné par André Le Nôtre. Donc on remonte encore plus loin dans l'histoire, dans la perspective historique du château de Meudon. Donc un lieu qui est à la fois un lieu de nature, un lieu de science aussi, puisque c'est là, dans ce hangar, que sont partis le premier dirigeable au monde qui est revenu à son point de départ, un dirigeable qu'on arrivait à diriger. C'était un exploit scientifique du colonel Renard. Donc, ça s'appelle le hangar Y parce que c'était le point Y sur les cartes de l'armée. Et puis, quand les dirigeables ont fait long feu, c'est devenu le site les réserves du musée de l'air et de l'espace. Et quand il a déménagé au Bourget, il a été à l'abandon depuis les années 70. Donc, on a repris ce lieu qui est un lieu vraiment magique, et on s'est dit que s'il y avait un endroit où on pouvait s'ouvrir les esprits, on pouvait se déconnecter de son quotidien
Et justement, aller à la rencontre de gens qui ouvraient des nouvelles perspectives, c'était là qu'il fallait le faire. Et donc, on fait une journée complète. On part du centre de Paris. On emmène les gens à la rencontre de thématiques qui vont être... on va avoir les mondes de demain. On va avoir le dialogue des cultures. On va avoir Créer sans frontières. Et donc, on va à chaque fois avoir des gens, des personnalités d'exception qui vont dire quelques mots d'ouverture en plénière, mais surtout que les gens vont ensuite pouvoir rencontrer en petit comité. Parce que ce à quoi on croit dans ces formats-là, c'est vraiment que l'échange, il est riche quand la personne transmet son savoir, mais il est encore plus riche quand les personnes en face les poussent aussi un petit peu plus loin, vont chercher quelque chose d'assez personnel ou bien vont poser des questions qui les amènent eux-mêmes peut-être dans des endroits qu'ils n'ont pas imaginés. Et d'ailleurs, depuis le temps qu'on fait ces différents séminaires et puis maintenant cette nouvelle saison des Odyssées qui va commencer en juillet prochain, même nos intervenants nous disent on a vraiment l'impression d'être dans une communauté de pensée, vous avez créé quelque chose d'absolument inédit. Même eux, entre eux, se parlent et donc il y a quelque chose de fabuleux qui se passe. Donc toi, si tu viens ou si ton frère vient, on va vous emmener au Hangar Y, on va vous faire rencontrer ces personnalités. On va pas vous faire choisir qui vous rencontrez, mais on a des gens comme, tu vois, sur la première session, c'est Leila Slimani, c'est Delphine Orviller, c'est des gens comme Daniel Mendelssohn, c'est des artistes comme Smith, qui est peut-être pas connu, mais nous, chaque fois qu'on l'emmène, il ouvre des univers tellement incroyables, il transmet quelque chose de tellement fort que c'est forcément une découverte. Donc, on n'a pas envie que les gens choisissent non plus, parce qu'il y a à la fois des figures connues, reconnues, et puis il y a des choses qu'on va faire découvrir. Et on ponctue ça de performances artistiques et de moments d'émotion, parce que c'est ce qui rend aussi les choses mémorables, et c'est ce qui fait que les gens... Enfin, quand on est ressorti de la première session des Odyssées, on s'est dit, est-ce qu'on aura autant d'impact que quand on partait une semaine? Et en fait, tous les retours étaient aussi enthousiastes et fabuleux. Donc cette alchimie, elle marche, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit ton métier, quelle que soit ta génération. C'est intergénération aussi. On a des entreprises qui nous envoient leur cohorte de programmes talents, qui vont nommer des personnes pour venir. On a des gens qui viennent à titre individuel. On a des dirigeants qui veulent s'ouvrir l'esprit et prendre ce temps de recul. Ce moment, on arrête un peu le temps dans nos vies super speed pour se nourrir aussi. Et donc, on ne dit pas qu'on va avoir un retour sur investissement immédiat, mais en fait, on l'a quand même mesuré quand on a fait nos différents séminaires, ceux dont je parlais avec L'Oréal. Et en fait, ça active l'intelligence émotionnelle, l'esprit critique, la capacité à appréhender des nouveaux schémas de pensée, l'intelligence collective aussi. Donc, on sait que ça a un bénéfice mesurable. Et ça, c'est les RH de vos entreprises, des entreprises clientes qui ont mesuré ça ou c'est... Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'il fallait qu'ils rendent compte aussi de pourquoi on fait ce programme. Et en réalité, au-delà de la conviction et des valeurs qu'ils portent, c'est aussi de montrer que ça transforme aussi les façons de penser. Donc, quelque part, dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus polarisé, de plus en plus artificialisé, quelles sont les compétences humaines qui redonnent de la vision aux leaders d'aujourd'hui et de demain? Et aussi par rapport à l'IA. Je sais d'ailleurs que tu as un groupe de travail sur l'IA et les ICC. Mais par rapport à l'IA aussi, ça permet aussi de remettre l'humain et la réflexion, le jugement critique. Bien sûr. Donc, l'IA, évidemment, elle va rentrer dans toutes nos pratiques, dans tous nos métiers. Ça pose plein de questions, d'ailleurs, sur les métiers de la création et de la presse. Mais ça va devenir quelque chose d'indispensable qu'il faut maîtriser. Mais où va être la valeur ajoutée de l'humain? Et c'est justement dans cette intelligence relationnelle, émotionnelle et créative. Alors, tu as fait pas mal de croissance externe depuis que tu es chez Beaux-Arts. Croissance organique et croissance externe. Donc, croissance externe, c'est des fusions-acquisitions. Est-ce que de temps en temps, tu t'es posé des questions en disant, j'hésite entre racheter cette boîte ou la créer from scratch en interne? Oui, alors, à chaque fois, on peut se poser la question. Ouais. J'ai fait un petit exercice en arrivant chez Beaux-Arts qui était quel est le champ des possibles? Et puis il était immense en fait. Donc comment on resserre le champ des possibles et qu'on se donne quelques priorités? Il y en a certaines qui sont passées effectivement par de la croissance externe. Ça pouvait être des opportunités. Par exemple, on a repris le quotidien de l'art puisqu'il était en liquidation. On a repris et on s'est dit comment est-ce qu'on le relance, comment est-ce qu'on le rebooste. C'est le quotidien digital des professionnels de l'art et de la culture. De même, on a intégré Point Parole, qui est une agence de guides conférenciers qui fait vraiment référence dans le secteur sur toute la médiation sur mesure et haut de gamme dans les musées et les entreprises.
Et puis il y a des choses, l'activité de conseil, forcément c'était quand même un petit peu mon background, donc c'était assez naturel. Puis surtout, je voyais bien où est-ce qu'on pouvait amener quelque chose de différent, à la fois des grands cabinets généralistes et puis d'un secteur qui n'était pas très structuré sur la culture. Et puis il y a d'autres sujets où finalement la croissance externe peut être un accélérateur, même si on sait faire en interne. Je prends l'exemple de The Art Business Conference. Donc, on a lancé à partir du quotidien de l'art en 2018 The Art Market Day avec Jean-Baptiste Costa de Beauregard, mon adjoint qui était donc en charge du quotidien de l'art. On s'est dit, ça, on va lancer au Centre Pompidou le grand événement de rencontre des professionnels du monde de l'art. Ça a très, très bien marché. Et en fait, la société qui existait équivalente à Londres, 3 ans après, on a eu l'opportunité de la racheter. Et donc, plutôt que nous d'internationaliser notre format français, on a pu d'un seul coup avoir New York, Londres, et puis maintenant, on a lancé avec la fondatrice Hong Kong. Donc, finalement, on a un peu mixé de l'organique et de l'externe. Mais c'est vrai que la croissance externe peut être un vrai accélérateur. Alors, tu arrives chez Beaux-Arts, il y a combien de collaborateurs ? Je dirais 25. Et aujourd'hui ? Sachant que, effectivement, c'est les collaborateurs internes et après, on a beaucoup de chroniqueurs, freelance, pigistes, comme dans tout groupe média. Voilà, on travaille avec des viviers de gens qui sont spécialisés. Aujourd'hui, on est 80 et avec toujours donc, un grand vivier de gens spécialistes, avec en plus une centaine de guides conférenciers. Enfin, je dirais qu'on est un écosystème de 300 personnes peut-être. Tu présides également, en plus de tout ça, un fonds d'investissement qui s'appelle Arnova, qui investit en fait dans les industries culturelles et créatives. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis nous dire également quelle est ta stratégie en fait d'investissement ? Est-ce qu'il y a des critères en termes de taille, en termes d'innovation ? Est-ce que vous investissez en minoritaire ou en majoritaire ? Et pourquoi avoir fondé ce fonds ? Donc ce fonds, en fait, il a été fondé par Frédéric Jousset, donc, qui est l'actionnaire de Beaux-Arts via sa holding. Donc moi, je dirigeais la holding et il l'a transformé en fonds d'investissement. Donc en plus de gérer Beaux-Arts, l'idée, c'était d'avoir effectivement un fonds dédié aux industries culturelles et créatives. Et lui, c'est un moment de sa carrière où il quittait Webhelp, dont il était le fondateur, pour s'investir dans l'art et la culture. Donc il a d'un côté monté Art Explora, qui est sa fondation reconnue d'utilité publique aujourd'hui sur l'accès du plus grand nombre à l'art et à la culture. Et il a doté Arnova d'un fonds de 100 millions d'euros pour pouvoir investir à la fois dans les industries culturelles et créatives et dans la réhabilitation ou le développement de sites en lien avec le patrimoine, dont le Hangar Y que je mentionnais tout à l'heure. Donc en fait, on a 2 volets. On a Arnova Capital, qui est vraiment plutôt pour amener des fonds de façon minoritaire auprès de projets qui sont déjà des projets établis, qui ont déjà un début de rentabilité, mais dont l'enjeu est de passer à l'échelle, peut-être de s'internationaliser, et surtout sur lesquels on pense qu'il y a un effet de transformation ou d'accompagnement des changements du secteur culturel et artistique. Donc ça, c'est la partie Arnova Capital, et la partie Arnova Patrimoine, dans laquelle il y a le Hangar Y, le Relais de Chambord, qui est un hôtel qu'on a rénové avec Jean-Michel Villemotte, et le Relais d'Amboise qui devrait ouvrir à la fin de l'été, qui sont là donc plutôt des enjeux patrimoniaux. Le Relais de Chambord, vous avez investi On a une concession sur le Relais de Chambord qui a été donc complètement réhabilité et réouvert il y a quelques années, au pied du château de Chambord. C'est canon, ouais. C'est formidable. C'est super. Est-ce que tu fais partie des boards ou pas, des entreprises dans lesquelles tu investis ? Alors, je fais partie, moi ou mes associés, donc je travaille là-dessus avec le même Jean-Baptiste Costa de Beauregard, puisqu'on est tous multicasquettes, et donc on est souvent dans les boards des sociétés qu'on accompagne jusqu'à ce qu'elles poursuivent leur chemin. Et tu peux accompagner des toutes jeunes startups Alors, il faut qu'elles aient déjà une première activité, un premier niveau de rentabilité. Nous, on n'est pas un fonds d'essaimage, on n'est pas un fonds de seed. On est plutôt un fonds qui va accompagner la mise à l'échelle. On a l'avantage d'être un fonds evergreen, donc on n'a pas d'enjeu de sortir du capital à un moment donné. On peut accompagner sur le long terme, mais l'idée, c'est de faire un peu tourner les projets. Et j'ai lu que 50% de la plus-value du fonds a été reversée à la fondation la fondation Art Explora. C'est la fondation de Frédéric. Dans son idée, c'était d'en faire un fonds impact qui puisse aussi contribuer à l'accès à la culture. Même si tous les projets qu'on a, d'une façon ou d'une autre, ils contribuent aussi par leur raison d'être ou leur positionnement. On va parler innovation maintenant, parce que tu fais partie de la French Touch.
Et donc, est-ce que tu considères que les ICC, justement, sont un vecteur d'innovation ? Alors oui, les industries culturelles et créatives sont clairement un vecteur d'innovation. Il n'y a qu'à voir les grandes mutations technologiques qu'il y a eu dans le monde. C'est souvent les artistes ou les créateurs qui s'en sont inspirés et qui d'ailleurs les ont emmenés vers d'autres terrains. Il n'y a qu'à penser à la photographie ou au cinéma qui avaient plutôt des vocations documentaires et puis qui sont devenus des usines à rêve. Donc en ça, la façon dont les industries créatives et les artistes peuvent s'emparer et détourner les technologies, c'est des vrais moteurs de créativité et d'innovation. Et on voit aussi, on a animé des résidences d'artistes en entreprise, que le fait d'amener des artistes dans des entreprises même scientifiques, dans des labos de recherche, l'IRCAM fait ça aussi très bien, puisqu'ils font dialoguer des compositeurs et des chercheurs, ça amène aussi des champs d'innovation. En tout cas, ça amène les chercheurs dans des directions qu'elles n'auraient pas forcément pensé aller ou osé aller. Peut-être là où on retrouve de l'audace aussi. L'artiste te permet de créer ces étincelles qui vont amener l'innovation. Aujourd'hui, on voit, il y a énormément maintenant d'expos à réalité virtuelle, augmentée, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un boom justement de ce type d'expo un peu immersive ? Et qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport aux expos un peu plus traditionnelles ? Est-ce que vous accompagnez d'ailleurs ce type d'exposition également ou pas ? Alors nous, on a investi dans des sociétés qui font ça parce qu'on pense que c'est déjà des champs qu'il faut expérimenter pour voir jusqu'où on peut les amener. Et parce qu'on pense que c'est aussi complémentaire de l'expérience qu'on peut vivre et puis que ça permet aussi peut-être de toucher des publics un peu différents. Donc typiquement, on a investi dans une société qui s'appelle Excurio, qui a produit notamment Éternel Notre-Dame. Il y en a qui connaissent dans l'assistance. Les Mondes Disparus, l'Horizon de Khéops. Et en fait, on a trouvé que c'était assez fabuleux parce que ça vous fait voyager dans l'espace et dans le temps. Et surtout, c'est des expériences de 3 quarts d'heure que vous vivez en groupe. Donc, il n'y a pas le côté isolant qu'on peut avoir habituellement avec la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment un temps de partage. Et en même temps, vous êtes en déplacement. Donc, il y a aussi il y a une forme de liberté que vous avez. Et puis, il y a une médiation. C'est-à-dire qu'on va vous raconter un propos culturel, historique, qui est très dense. Et parce que vous allez vivre l'expérience, ça va être beaucoup plus fort que si vous le lisez ou que vous l'apprenez dans un livre. Donc, ça, pour nous, et en plus, c'est tout public, on va dire, à partir du moment où vous pouvez porter un casque, donc c'est pas, on va dire, à partir de 8 ans. Ça touche des publics de tous âges, même des personnes qui sont en situation de handicap peuvent le faire aussi. Enfin, il y a vraiment un côté de rendre accessible. Et vous n'allez pas forcément pouvoir visiter la pyramide de Khéops, mais si vous faites l'horizon de Khéops, vous aurez vu plus de choses d'ailleurs que si vous étiez allé sur place. Et donc, ça rend les choses mémorables. Ça ne veut pas dire que ça les remplace. Et d'ailleurs, les expériences mixtes sont souvent assez intéressantes. On a investi aussi dans Aura Invalide, qui est le spectacle qui se fait dans le Dôme des Invalides, un dôme dans lequel il y a le tombeau de Napoléon, mais qui n'est pas forcément le plus visité. Et en fait, qui met en lumière à la fois l'architecture et le propos dans une mise en lumière, ce qu'on peut appeler du mapping, tu vois, de projection hyper fine, et qui va raconter quelque chose par l'image et par le son. Moi, ce que je trouve super pour toutes ces expositions à réalité virtuelle augmentée, c'est notamment, tu vois, pour les enfants, où de temps en temps, c'est quand même compliqué de les emmener dans des musées et tout. Tout de suite, ça, ils adorent. Vraiment. Et c'est vrai que tu apprends quand même aussi beaucoup de choses, comme tu l'expliques. Et d'ailleurs, j'imagine que pour ce type d'exposition en réalité virtuelle augmentée, tu dois avoir beaucoup plus de familles ou d'enfants que dans une exposition, entre guillemets, plus traditionnelle. Ce serait intéressant de regarder les chiffres. Il y en a effectivement beaucoup. Je pense que les enfants, ils vont peut-être avec plus de facilité. Et ils retiennent. Comme tu dis, c'est mémorable. Oui, tout à fait. Pardon. Et pour eux, c'est une expérience muséale et artistique. Mais nous, on insiste beaucoup sur l'importance de la médiation. Donc, on croit beaucoup que ça fonctionne si on s'est accompagné d'une mise en récit de ce qu'on voit. Bien sûr. Solène, donc on a vu ton parcours qui est absolument exceptionnel et on voit que tu n'as pas chômé. Et tu as 4 enfants. Donc, 3, pardon. Donc, je ne sais pas compter. Tu as 3 enfants, dont un qui est également en situation de handicap. Donc, qui a nécessité, je pense, beaucoup de ton temps. Comment est-ce que tu es parvenue justement à gérer ta vie familiale qui est dense, et puis également ta vie professionnelle qui est extrêmement dense également? Je pense que... alors, comment est-ce que j'ai réussi à gérer les deux ? En fait,
mais à la fois la naissance de mes enfants et puis quand notre deuxième Timothée s'est retrouvé en situation de handicap cognitif, c'était le moment où j'étais dans le conseil. Et l'avantage du conseil, c'est qu'on peut quand même assez bien moduler son temps de travail, on peut moduler ses missions, on peut partir en congé maternité et reprendre une mission après. On peut dire à ses collègues associés, écoutez, là j'ai quelque chose qui va nécessiter que je prenne du temps. Et du coup, je vais passer à 60% et puis je ferai 60% de l'objectif. Et donc, en fait, l'idée, c'était pas de faire l'un ou l'autre, c'était de voir comment les deux pouvaient cohabiter. Et comment le fait d'accompagner un enfant qui avait des besoins d'accompagnement particuliers, puis j'étais pas seule à le gérer, on était déjà deux, mon mari et moi, mais comment est-ce que finalement, ça ne veut pas dire renoncer ou abandonner d'autres choses qui font aussi partie de mon moteur et de mon énergie. Et donc, c'est le fait d'avoir les deux et de gérer les deux, les deux et les autres enfants, et puisque voilà, il faut pas non plus que ça prenne trop de place. Donc c'est d'équilibrer tout ça. C'est, je pense, une question d'organisation et puis de savoir, de se dire ce à quoi on veut pas renoncer et ce qui nécessite notre temps. Et ça se fait très bien et ça devient un moteur d'énergie incroyable. Et là aussi, c'est des parcours de vie qui ouvrent des nouveaux regards et d'autres façons de voir le monde. Et donc, c'est une richesse incroyable. Est-ce que y a beaucoup de femmes qui ont à un moment le syndrome de l'imposteur, qui se demandent si elles vont être à la hauteur, si elles sont capables? Bon, je crois que les hommes se posent moins la question. Est-ce que toi, tu l'as eu ou pas, ce syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, le fait de se poser toujours la question de est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce que je fais? Et je pense que c'est assez sain de se poser cette question. Pas le syndrome de l'imposteur, parce que je pense qu'il faut aussi... c'est vrai que j'ai suivi pas mal de formations quand j'étais chez EY, où il y avait un gros sujet sur la place des femmes, sur justement comment ne pas se retrouver dans cette logique de syndrome de l'imposteur. Mais par contre, je pense que c'est assez sain de se poser toujours la question de est-ce que je suis à ma place là? Est-ce que je suis au bon endroit? Et le jour où on a un alignement parfait entre son expérience, ses compétences, ses valeurs, et là, on se dit qu'on est au bon endroit, on se pose plus... Enfin, il faut continuer à se poser la question. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est plus de se poser les bonnes questions et... Que le syndrome de l'imposteur. Que le syndrome de l'imposteur. Mais c'est vrai que, quand même statistiquement, les femmes ont quand même tendance beaucoup... Les femmes se posent plus de questions, peut-être. Peut-être, oui. J'ai une autre question aussi. Tu as évolué donc dans le conseil où tu as été partenaire... donc là, tu diriges le groupe Beaux-Arts. C'est vrai que plus on monte dans les sphères, il y a moins de femmes. Est-ce que de temps en temps, tu t'es sentie un peu seule en tant que femme, en fonction des différentes expériences que tu as pu avoir? Et puis, qu'est-ce que tu penses des quotas? Alors, c'est vrai que dans le conseil, et notamment quand tu es dans le conseil, il y a une dimension très tech, télécom, innovation. Plus tu montes dans les échelons, plus c'est masculin. Donc, j'étais souvent seule ou peut-être avec une Norvégienne ou une autre personne dans le CODIR. Et je pense que la mixité, c'est vraiment important pour que chacun ait sa place et pour qu'il y ait même en termes de performance et d'équilibre des forces. Et d'ailleurs, à l'inverse, s'il y a trop de femmes, et c'est pas forcément bon non plus, je pense qu'il faut équilibrer, il faut qu'il y ait une mixité, une diversité. Et c'est pour ça que, typiquement, dans une société comme EY, il se posait beaucoup la question de comment est-ce qu'on fait aussi pour s'assurer que les femmes restent et se disent qu'elles peuvent avoir leur place dans les niveaux au-dessus. Et là, je pense qu'il y a un gros sujet de rôle modèle, d'exemplarité, et de mettre en avant les femmes qui arrivent à concilier des choses qui peuvent paraître à des plus jeunes irréconciliables, et de montrer qu'en fait, tout ça est possible. Donc, je ne sais pas si c'est dans les quotas. Peut-être qu'il y a des moments ou des lieux où c'est important pour faire passer des messages, pour que les hommes se saisissent aussi du sujet. Et c'était le cas dans ces formations-là. D'ailleurs, l'enjeu, c'était pas tant de dire aux femmes « vous pouvez y arriver » que de dire aux hommes « dites-leur aussi qu'elles peuvent y arriver » ou « soyez vous-même des mentors ». Donc, je pense que c'est un sujet de société, et c'est pas que d'ailleurs un sujet d'équité homme-femme, hein, c'est vraiment sur tous les sujets de diversité. Oui, il y a une problématique dans le conseil, et ailleurs également, où quelque part, il y a pas de vivier, quoi. Il y a au niveau, en tout cas, de personnes qui peuvent accéder au plus haut poste, il y a très peu de femmes, en fait, dans le vivier. Et donc, la question, c'est de se dire, mais
Comment faire pour leur donner envie, pour qu'elles continuent. Moi, j'entends que chez EY, tu avais la possibilité de pouvoir t'organiser. Ça, c'est super important. C'est pas forcément le cas partout. C'est peut-être ça aussi, finalement, le sujet, c'est que de temps en temps, les femmes, contrairement à toi, se disent à un moment, et à tort, si je veux évoluer professionnellement, il faut que je sacrifie ma vie personnelle. Je sais pas du tout si toi, tu as une analyse ou pas là-dessus. On en parle beaucoup. En fait, c'est vrai que c'est un sujet, tout le monde parle de ça, de l'entrepreneuriat féminin, du leadership et tout. Alors, il y a plusieurs points dans ta question. Il y a la question du vivier. Alors ça, je pense que c'est très vrai dans les métiers scientifiques et il y a un vrai enjeu que plus de femmes fassent des sciences et on le voit dans les écoles d'ingénieurs et je suis très contente que ma fille aînée fasse une école d'ingénieurs parce qu'il faut aussi que les femmes se projettent dans ces métiers-là. C'est là où on revient quand même au rôle modèle aussi, à donner envie et donc il y a beaucoup d'initiatives assez pertinentes en ce sens-là. Dans le conseil, il y a autant de femmes que d'hommes quand tu commences au niveau consultant. Donc c'est la question de l'attrition quand tu montes les échelons. Ça. Et donc, c'est là où il faut engager, il faut donner confiance et il faut laisser de la place aussi. Et on constate aussi dans les métiers d'avocat, métiers de conseil, en effet scientifique, en fait, la problématique, c'est qu'il y a très peu de femmes ingénieurs. Oui, donc il faut commencer très tôt à ce niveau-là. Il faut commencer très, très tôt. On va terminer, avant d'aborder le dictionnaire de l'audace. Tu sièges dans la gouvernance d'institutions, notamment comme l'établissement public du Mont-Saint-Michel. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et puis nous dire un peu comment tu vois l'avenir de ce type de lieu emblématique face au numérique, mais aussi au tourisme de masse? Parce que le Mont-Saint-Michel, c'est combien de visites par an, millions de visiteurs? En fait, après, ça dépend si tu regardes la baie ou si tu regardes l'abbaye. Donc, en tout cas, c'est plus de 5 millions d'euros de visiteurs par an. Et surtout, le problème du surtourisme, c'est qu'il y a des pics dans lesquels c'est extrêmement concentré et où l'expérience de visite, du coup, est très, très compliquée. Donc, le gros enjeu, c'est d'animer en fait, le site sur toute l'année pour que les gens aillent plus facilement sur les ailes de saison. Donc ça peut se jouer sur des logiques de tarifs, de tarification préférentielle, ça peut se jouer sur de la programmation artistique et culturelle. Et donc au niveau du site du Mont-Saint-Michel, il y a de plus en plus, il y aura Feu Chatterton qui arrive en septembre, enfin voilà, plus en plus d'événements qui se font en dehors des week-ends. Il y a aussi, même à travers les parkings, de donner plus de possibilités sur des moments hors saison. Donc il y a des méthodes pour lisser davantage la fréquentation. À l'inverse, il ne s'agit pas de donner moins accès à ces monuments parce que le fait de les voir physiquement, à un moment, c'est quand même une émotion qui est assez incomparable, même si le numérique peut amener aussi, et puis peut surtout les faire rayonner à l'international, puisqu'on peut amener des jumeaux numériques ou des expériences de visite différentes. Mais je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de faire en sorte, par des jauges ou plutôt par des choses incitatives, que de répartir un petit peu mieux la fréquentation. Et nous, il y a quelque chose dont on est convaincu au-delà des grands sites patrimoniaux, c'est que l'art et la culture sont des vrais leviers d'attractivité et de rayonnement des territoires. Donc, dans nos activités de conseil, on intervient aussi auprès de territoires en France et à l'international pour créer des quartiers culturels et créatifs, pour repenser des sites patrimoniaux, pour bâtir des nouveaux lieux qui vont devenir un peu iconiques ou qui vont attirer aussi bien du tourisme, mais aussi des entreprises, parce que ça amène une classe créative et c'est des choses qui ont été aussi démontrées par des études, cette notion de creative cities. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple justement d'attractivité d'une creative cities justement grâce au conseil d'ailleurs de Beaux-Arts? Est-ce que vous avez un exemple? Là, on a un très beau projet en cours au Maroc, à Casablanca, parce qu'il y a un immense site qui est l'ancien aéroport Casa Anfa, donc qui a été fermé dans les années 70, mais c'est là où Antoine de Saint-Exupéry a commencé avec l'aéropostale, donc c'est vraiment un site historique. Et il y a plein de bâtiments historiques qui sont intéressants. Et sur ce site de 350 hectares, en plein cœur de ville, ils sont en train de créer un nouveau quartier, qui est à la fois un quartier des finances, un quartier d'hôtellerie, un quartier d'habitation, un quartier de bureaux. Et en fait, l'idée, c'est de garder le parc et les bâtiments historiques pour en faire un quartier culturel et créatif et finalement donner à une ville qui est un poumon économique, Casablanca, qui est vraiment la capitale économique du Maroc, aussi une dimension de capitale créative, capitale des industries créatives, et donc d'amener aussi à la fois
peut-être plus de fréquentation, mais aussi pour les habitants, plus de fierté et d'en faire transformer aussi le récit qu'on raconte autour de la ville. Et donc là, vous allez organiser une expérience autour de Saint-Exupéry, quoi. Alors là, non, c'est plus profond, c'est-à-dire qu'on accompagne l'agence d'urbanisme pour définir sur une quarantaine de bâtiments la façon dont elles vont être activées, résidences artistiques, expositions, galeries, lieux d'événementiel et de spectacles, le modèle économique qui va avec, les opérateurs privés et publics qui peuvent s'en saisir. Donc c'est vraiment toute une programmation. Là, on est vraiment dans de la programmation urbanistique culturelle, si tu veux. Ouais, ça va avoir un vrai impact. Voilà, et ça, c'est ça qui est formidable, et c'est un peu notre raison d'être. Je reviens au tout début, de dire que finalement, nous, ce qui est notre moteur, c'est de fédérer ces talents internes et externes pour vraiment avoir un impact et faire avancer la société avec cette dimension artistique et culturelle. Merci Solène. Alors on va terminer par le dictionnaire de l'audace. J'aime bien poser des questions sur l'audace. Quelle est ta définition de l'audace, Solène ? L'audace, je dirais que c'est la capacité à pas suivre des voies toutes tracées, en tout cas aller chercher à en tracer des nouvelles. Et justement, au regard de ton expérience personnelle ou professionnelle d'ailleurs, à quel moment tu considères que tu as été la plus audacieuse peut-être ? Peut-être ça m'a pas paru audacieux sur le coup, mais c'est vrai que quand j'ai quitté un poste d'associé chez EY pour aller chez Beaux-Arts, petit groupe média indépendant, moi ça m'a paru être une évidence parce que je voyais toutes les perspectives de développement qu'il y avait derrière, mais j'ai lu dans les yeux de mes associés, de mes collègues, quand je leur ai dit ce que je faisais, que c'était assez audacieux. Ouais. En fait. Un projet culturel audacieux ? Je trouve qu'un des plus emblématiques, c'était la cérémonie d'ouverture des JO en 2024. C'était à la fois audacieux par le fait d'investir la ville, c'était audacieux par toute la façon dont ils ont complètement repensé une cérémonie d'ouverture, et puis ça a eu un impact et un retentissement mondial incroyable. Ouais, extraordinaire. Donc, un fabuleux travail de Thomas Joly et Thierry Reboul. Et une femme audacieuse ? Alors, des femmes audacieuses, il y en a plein, j'en croise tous les jours. Alors, peut-être pour prendre dans l'histoire de l'art, parce qu'on redécouvre beaucoup de femmes audacieuses, il y a actuellement au Musée d'Art Moderne une exposition sur Lee Miller, qui est une photographe incroyable, qui a été d'ailleurs beaucoup redécouverte de façon posthume, qui a commencé mannequin, mais ensuite photographe chez les surréalistes, qui a été très créatrice, qui a été photoreporter de guerre, qui a fait les reportages sur les camps de la mort des nazis. Donc une femme qui s'est réinventée et qui a eu un impact incroyable sur l'histoire de la photographie. Merci beaucoup, Solène. Qu'on peut t'applaudir. Et donc, on va ouvrir les questions au public. S'il y a une personne qui souhaite poser une question à Solène. Bonjour Solène, quel est le projet qui a demandé le plus de talents diversifiés ? Intéressant. Donc, le projet qui a demandé le plus de talents diversifiés, moi, c'est un peu mon obsession chez Beaux-Arts. On a plein d'activités différentes. J'en ai cité quelques-unes. Et on a plein de talents et de personnalités différentes. Et mon obsession, c'est de réussir à vraiment faire travailler un collectif. D'ailleurs, dans nos valeurs principale, il y a la curiosité, l'envie d'exploration et d'ouvrir des nouvelles voies, et puis il y a la collaboration, le partage, le fait de travailler ensemble. Donc c'est vraiment ça que j'essaie d'impulser dans les projets. Peut-être, alors je réfléchis à un exemple qui pourrait être un peu emblématique. Alors il y a tous les projets qu'on fait autour des... les Odyssées, d'ailleurs, c'est peut-être un bon exemple, parce que on a à la fois nos équipes qui travaillent sur tout ce qui est
masterclass, inspiration. On a nos équipes qui travaillent sur tout ce qui peut être plus organisation de rencontres professionnelles, puisqu'on organise par exemple le salon professionnel des musées, on sait accueillir 4000 visiteurs et 180 exposants. Donc il y a toute cette partie en fait de dire comment est-ce qu'on peut fédérer les différentes personnes, les activités de conseil qui peuvent amener aussi des angles nouveaux, des angles différents. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est le programme Réinventer le patrimoine qui est porté par la Banque des Territoires et Atout France, où on a mobilisé à la fois nos ressources de production de contenu pour faire le manifeste de ce projet, où on a organisé une grande rencontre des professionnels à Villers-Cotterêts et où on a accompagné en ingénierie culturelle plusieurs projets de reconversion de sites patrimoniaux. Voilà, deux exemples assez différents. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ouais. Merci Solène d'avoir partagé votre parcours aussi riche. J'avais une question sur, vous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous arriveriez à définir un petit peu votre raison d'être professionnelle, finalement votre principal moteur qui vous a guidé au long de toutes ces années ? Alors, mon moteur, je pense que c'est quand même cet enjeu de transmission des contenus, de l'importance de la culture, de considérer que c'est vraiment un bien essentiel, un bien qui peut transformer positivement nos imaginaires, nos façons de penser. Et puis, je dirais, c'est de savoir fédérer des collectifs autour de projets qui sont des projets porteurs et des projets innovants. Eh bien, merci. On va continuer autour d'un cocktail. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il suffit de s'inscrire. Merci. Bravo. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vvert.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vvert.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.